simplement, je donne la parole effectivement à nos animateurs qui vont vous énoncer le déroulé de cette réunion. Voilà. Alors, il faut savoir quand même que cette enquête... Bonsoir, M. Jacob. Vous êtes de passage, vous avez dit on est à peine au stade du projet, on est déjà en train de revendre le projet à des gens qui vont l'exploiter après. C'est vrai. Les gens qui vont l'exploiter après, ils sont tous inconnus, personne ne les connaît, ils ne sont soumis dans cette étude à aucune autorisation. Ça peut être n'importe qui et ça peut, comme ça a été évoqué par des gens tout à l'heure, disparaître comme de l'eau de boudin en faillite. La commune de Nangis est-elle favorable au projet et la communauté de communes de la Brie nangisienne, excusez-moi, et la mairie de Nangis est-elle favorable? J'en fais une question globale, c'est un peu sur l'acceptation par les communautés de communes et élus. Je vais donner la parole du coup à monsieur le maire. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas le maire de Nangis. Je suis le maire de Rampillon, j'étais hier soir en communauté de communes. Pour la commune de Nangis, que ce soit la majorité ou l'opposition, à une voix près, ils sont tous défavorables au projet. Bravo! C'est sympa de se faire applaudir, je suis désolé. Deuxième chose, au niveau de la communauté de communes, nous avons eu une réunion hier soir. Nous nous sommes prononcés. C'était un vote à bulletin secret, ce qui n'est pas habituel, mais ça permettait peut-être de dire tout bas ce qu'on n'ose pas dire tout haut. Il y a eu 26 contre, 9 pour, à peu près 3 quarts, 1 quart. Voilà. Et donc le sud du bourg est à 1 km de la première éolienne. Et donc les bâtiments ont été consultés effectivement en tout début d'instruction. Ils ont émis un avis défavorable. Bien, bonsoir, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les élus, Monsieur le maire. Ça serait un peu plus qu'une question, si vous me le permettez, Olivier Lavenca, maire de Provins. Je voulais d'abord saluer le courage de ces trois messieurs et de cette jeune femme. Le courage d'être venus défendre un projet qui, de mon point de vue, n'est pas tout à fait défendable. Et ce qui aurait été beaucoup plus courageux, c'est que vos grands patrons, s'ils croient en ce projet, viennent le défendre. Je m'aperçois qu'ils ne sont pas là. Mais bon, en tout cas, vous êtes là. Et développement, donc je ne sais pas qui aurait pu venir défendre ce projet. Voilà, le patron de Nordex. S'il croit en ce projet. Voilà, le grand patron, il y a bien un grand patron chez Nordex. Voilà. Non, voilà. Donc il n'est pas là, c'est que ce projet, il ne doit pas y croire beaucoup. On a de très nombreux projets vous allez me laisser poursuivre, s'il vous plaît. Vous répondrez après si vous le voulez. Je pourrais revenir très longuement sur toutes les raisons pour lesquelles on considère que ce projet et les projets éoliens d'une manière générale sont indéfendables. Vous avez utilisé un certain nombre d'arguments qui, d'une manière générale, ne vous ont pas convaincus, avec des réponses qui ne sont pas très sérieuses. Pas très sérieuses sur le modèle économique. Pas sérieuses du tout, parce qu'on sait bien que le modèle économique n'existe pas. Pas très sérieuses non plus sur le modèle écologique, parce que les éoliennes, elles ne tournent pas 80% du temps. Vous ferez croire ça à personne. C'est un mensonge. 15%. Exactement, voire moins. Voire moins, parfois c'est 12. Pas très sérieux non plus sur les questions du démantèlement, parce que tout le monde sait très bien que dans 25 ans, en tout cas vous ne pouvez pas nous assurer, dans 25 ans, après que ces parcs éoliens aient été vendus, revendus éventuellement à des fonds de pension ou à des sociétés offshore, ces éoliennes seront démantelées. Elles ne seront pas démantelées, on se retrouvera dans nos paysages avec des mâts de 150 ou 185 mètres de haut, des mâts de ferraille qui risquent de ne pas être démantelés. Pas convaincu non plus sur la question des effets que ça a sur la valeur du patrimoine des habitants. La réalité, c'est que partout où des champs éoliens sont implantés, la valeur des biens perd, et je serai sérieux en le disant, autour de 20%. C'est une réalité. Donc on n'a pas du tout été convaincu, mais je voudrais en venir au sujet qui, en tant que maire de Provins, je laisserai Christian Jacob dire un mot ensuite, naturellement, qui nous préoccupe beaucoup, et je voudrais vous parler des paysages. Des paysages de France. Des paysages de la Brie, et vous parlez un petit peu de Provins, parce qu'on a évoqué tout à l'heure Nangis, et je vois avec beaucoup de satisfaction. Monsieur le maire, je me permets juste de vous dire... Je terminerai, il y a un enjeu qui nous dépasse, et je vais en dire un mot. La règle, c'est que je veux terminer ce que j'ai à dire, et ensuite, voilà. Voilà, c'est un enjeu... C'est important de le rappeler. Non, c'est important d'écouter, c'est un enjeu très important. Voilà. Pour nous
dire beaucoup de bêtises, donc je vais essayer de vous dire quelques petites choses sensées. Une bêtise notamment, c'est de nous avoir parlé de l'avis de l'ABF. L'avis de l'ABF, moi je l'ai lu, il est extrêmement sévère, il n'est pas défavorable, il est extrêmement défavorable. Il est extrêmement défavorable parce que vous avez la butte de Rampillon et vous avez effectivement le site gallo-romain de Châteaublot, vous avez l'église de Saint-Louno et vous avez la cité médiévale de Provins. Et cette cité médiévale, elle appartient évidemment aux Provinois, mais bien au-delà puisqu'elle a été classée au patrimoine mondial de l'humanité, donc elle appartient aujourd'hui à l'humanité tout entière. Et le classement de Provins, je voudrais juste vous dire une chose, il peut être mis en péril par ce projet. Il peut être mis en péril. Il y a un certain nombre d'endroits sur le territoire national où l'UNESCO est très très vigilante. Vous savez que Provins a été classé, évidemment, pour la qualité de son patrimoine urbain et architectural. 61 monuments inscrits et classés. Mais également, au titre du caractère immatériel qu'il représente, et c'est le classement des foires de Champagne qui a justifié le classement au patrimoine mondial de la cité médiévale. Et les foires de Champagne, elles sont complètement inséparables des voies de circulation qui ont amené les commerçants de l'époque à Provins. Et ça, je parle d'un temps qui est très éloigné, entre les 11 et 13e siècles. Et des générations successives de paysans et d'habitants de ce territoire ont façonné des paysages qui nous ont été légués intacts depuis 8 siècles. Et en quelques années, on va massacrer des paysages qui nous ont été légués intacts depuis 8 siècles. Et donc c'est pour cette raison qu'évidemment, nous serons, les élus le sont d'une manière générale, et les habitants de ce territoire le sont en résistance, il faut bien le dire. Nous l'avons été dans un grand nombre de communes, nous continuerons à l'être, et vous pouvez compter sur notre détermination. Dans l'hypothèse qui me semble hautement improbable, où l'État viendrait avaliser ce projet complètement indéfendable, nous ferons valoir évidemment toutes les voies de droit qui s'ouvriront à nous pour bloquer ce projet qui n'a aucun sens à 15 km de la cité médiévale de Provins. Je vous remercie. S'il vous plaît, merci. On s'exprime. Désolé. Je vais répondre très rapidement. Sur le modèle économique, on a déjà fait une réponse, mais je voulais ajouter... Oui, aucune faillite... Sinon, ils ont un droit de répondre la Réunion. Aucune faillite de parc éolien en France. Non, la parole est au porteur de projet. C'est un échange question-réponse. Aucune faillite de parc éolien en France jusqu'à maintenant. Sur la production, il y a 500 000 mégawatts d'éoliennes installées à travers le monde. Combien avez-vous produit sur 100 000? Même pas 10%. Non. Donc 500 000 mégawatts installés à travers le monde. Il y a une croissance de plus de 10% annuelle. Le modèle économique est là et c'est compétitif. Voilà, j'en dis pas plus. S'il vous plaît. Sur la perte foncière, ça fait donc depuis 2001, on a des parcs installés en 2004, en 2008, en 2012. On a nos centres de maintenance proches. On a des retours d'expérience. On a des communes où le nombre d'habitants a doublé avec des lotissements qui se créent en direction des parcs. Des lotissements qui se créent en direction des parcs éoliens. S'il vous plaît. N'oubliez pas de garder votre calme. C'est une réunion d'information. D'accord ? Non, mais peu importe. Peu importe. Il a des informations qu'il vous livre. Nous donnerons les sources. Monsieur, parce que vous interrompez, les autres ne peuvent pas poser leurs questions. Je vous rappelle que les questions, elles sont posées dans le micro. Écoutez, non mais... Le déroulé est demandé par la commission. Vos interventions ne servent à rien. Non. Et si elles continuent, on va fermer cette réunion. Comme ça, la réunion, si elle est tronquée, ça sera dommageable pour tout le monde. Alors, on se calme. On écoute aussi bien Nordex que les questions qui seront posées maintenant verbalement. Sur les paysages inchangés, je suis désolé de me contredire, les paysages ça évolue, il y a des lignes électriques qui sont apparues, il y a des améliorations, il y a des éléments qui apparaissent, il y a des éléments qui disparaissent.
ça évolue. Il y a le... Je vais juste rajouter quelque chose sur les paysages. Vous avez dit, monsieur le maire, alors vous avez dit que tous les éléments qu'on vous avait donnés un par un étaient des bêtises. Moi, j'aimerais bien que vous nous expliquiez d'où viennent les 15% de fonctionnement que vous avez parlé pour les éoliennes, parce que ça, pour le coup, c'est une bêtise. Non. Après, pour ce qui est des paysages et le fait que ce soit intact depuis 8 siècles, ça, c'est aussi une bêtise. Les paysages, ça a toujours changé. Je vais vous donner des exemples simples sur le territoire. Est-ce que les carrières, elles sont là depuis 8 siècles? Est-ce que les puits de pétrole sont là depuis 8 siècles? Est-ce que vous n'aviez pas plus de haies dans vos champs quand il y a eu des remises de grosses parcelles? Voilà. Et pour finir sur l'UNESCO, puisque c'était un des gros sujets de monsieur le maire, et je le comprends, nous l'avons intégré totalement dans le projet au départ, puisque il n'y a rien du tout. Il y a des photomontages. Je vous réponds, vous aurez l'occasion de me répondre après. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Ce que vous avez fait, c'est une manipulation. Vous avez été au pied de la porte Saint-Jean. Vous avez été dans la cuvette à la ferme de Villecran. Il fallait monter sur la tour César, monsieur. Vous ne l'avez pas fait. Il n'y a aucun photomontage en haut de la tour César. C'est un mensonge. Vous-même vous le montrez, il est dans l'étude. Voilà. Juste pour finir sur l'UNESCO, il faut savoir, c'est un élément important. Il va le montrer, Paul. Un élément. Il faut savoir que des éoliennes à moins de 15 km de Provins, il y en a déjà qui fonctionnent depuis 2 ans, monsieur, sur les communes de Villemox et Pont-Motier, 9 turbines, qui ont été construites en 2016. Montpotier, effectivement. Mais c'est à 15 km de Provins également. Je ne suis pas de la région, je suis désolé. Et pour finir, sur l'UNESCO, aussi, vous avez dit que ça menaçait le classement UNESCO de la cité. Est-ce que ce projet éolien a remis en cause le classement UNESCO? Deuxième exemple, la cité de Carcassonne. Merci, monsieur, vous êtes gentil. Donner la parole à monsieur Jacob pour la prochaine question. Est-ce qu'on peut juste du coup regarder le photomontage? S'il vous plaît, on va se calmer. On va prendre les questions les unes derrière les autres. Nordex y répondra aussi fortement que possible. Mais ce que je veux, c'est que les gens puissent s'exprimer et que chacun puisse le faire. Et même si Nordex ne dit rien, peu importe. Il faut que vous puissiez vous exprimer. Il y a toute une série de questions. Merci. Vous nous les montrez là, les éoliennes? On les voit, regardez. On les voit. Oui, effectivement. L'idée n'est pas de cacher. C'est tout. Non, c'est tout. Allez-y. Bien, merci. Écoutez, moi je voulais aussi réagir sur plusieurs points. Tout d'abord, sur le plan de notre territoire, on a des handicaps, on a des atouts aussi. Et au titre des atouts, le tourisme est un de nos premiers atouts. Si je raisonne sur le grand bassin provinois, c'est aujourd'hui entre 5 et 600 emplois directs qui sont liés à l'activité touristique. Et sur le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO auquel Olivier Lavenca faisait référence, nous l'avons obtenu en 2001 dans les conditions qu'il vous disait. C'était un classement qui était compliqué à obtenir. Aujourd'hui, Provins est la seule ville de France qui est classée dans l'intégralité de son périmètre. Les autres classements UNESCO, c'est souvent pour tel ou tel bâtiment particulièrement remarquable. Là, c'est pour l'ensemble de la ville. Et on sait pertinemment que sur l'étude qui a été faite, tout l'environnement a été pris en compte. Et on a eu des discussions très compliquées. On l'a obtenu au bout de la 3e présentation de dossier. C'est pas tombé par hasard. Et on sait qu'aujourd'hui, l'UNESCO est très scrupuleux et un projet comme celui-là, nous sommes convaincus avec tous les contacts que nous avons avec les différents cabinets qui nous ont soutenus pour présenter le dossier et qui continuent de nous appuyer, c'est une remise en cause. Parce que l'UNESCO aujourd'hui veille vraiment beaucoup plus qu'auparavant à la préservation de l'environnement. Donc c'est vraiment un sujet d'opposition que nous avons parce qu'on a la chance d'avoir la cité médiévale, on a les églises de Rampillon, de Saludno, enfin je ne vais pas reprendre l'ensemble des monuments remarquables, mais ça c'est un premier point qui aujourd'hui fait que nous sommes opposés. De la même façon qu'on était opposés à l'exploitation, à l'exploration des huiles et des gaz de schiste. C'était un combat compliqué aussi, parce qu'on nous a expliqué que ça allait être formidable. Nous avons résisté parce que c'était dramatique, là aussi, sur l'économie locale et sur la capacité de création d'emplois et de valorisation de notre patrimoine. Ensuite, les arguments que vous avez utilisés sur la diminution des émissions de gaz à effet de serre et sur les énergies renouvelables, on y souscrit. Et nous sommes sur un territoire qui a souscrit. Simplement, nous y souscrivons avec un objectif qu'il n'y ait pas de nuisance environnementale. Nous l'avons fait, par exemple, avec la première ferme, la plus grande ferme photovoltaïque en Île-de-France.
Elle est sur notre territoire, mais on a veillé à ce qu'il n'y ait aucune nuisance environnementale. Or là, les nuisances, elles existent bien. Ensuite, le modèle économique, il tient avec la CSPE. C'est de cette manière-là qu'il tient, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui par de l'argent public. Et j'ajoute un dernier point, c'est qu'il y a aussi un non-sens à éviter sur l'utilisation de l'argent public. La restauration de notre patrimoine, là je prends l'exemple de ce que nous avons fait depuis plus de 15 ans maintenant sur le Provinois, nous le faisons avec de l'argent public. C'est l'État qui finance, la région, le département et la ville. Tout ça, il n'y a qu'une poche, c'est le même contribuable. Pour la ville de Provins, c'est 25% de son budget d'investissement chaque année qui est consacré au patrimoine. Et donc expliquer aujourd'hui qu'à la fois on utilise de l'argent public pour restaurer le patrimoine, pour développer l'activité touristique, c'est 1 million de visiteurs qui viennent par an, et que par ailleurs on utilise aussi de l'argent public pour détruire le patrimoine, ça n'a pas de sens. Et moi je rejoins ce que disait Olivier Lavanca à l'instant. Si jamais, j'ose espérer que ce projet n'ira pas au bout, que l'État ne s'y engagera pas, on utilisera tous les voies de recours. Pour nous, c'est la destruction d'un territoire. Nous avons la chance sur la région Île-de-France d'être le seul espace de poumon vert. Vous avez parlé d'autres projets. Ils ont été faits effectivement dans des départements voisins. On n'a pas eu la même possibilité avec l'ensemble des collectivités d'y opposer les voies de recours. Mais là, en revanche, on est sur notre territoire où nous sommes élus et nous nous battrons effectivement contre ce projet qui est destructeur des paysages. Merci. De l'argent chez nous, au travers de la CSPE. Il faut savoir qu'en France, nous exportons du courant 24 heures sur 24 sur nos 6 frontières. L'EDF est capable de fournir du courant pour tout le monde. Nous n'avons pas besoin de votre production. Nous n'avons pas, au travers de la CSPE, qui nous coûte 6,5 milliards par an sur nos factures d'électricité, qui servent à engraisser vos sociétés. Vous avez amassé des fortunes en Allemagne absolument colossales. Si la CSPE, par malheur d'un changement politique pour vous, je parle du malheur pour vous, si la CSPE venait à disparaître ou être réduite de moitié, vous serez contraint à la faillite, comme aux États-Unis où il y a 14 000 éoliennes abandonnées. Abandonnées. Et c'est pas avec 50 000 € que vous pourrez même pas débrancher le câble. Quand vous parlez d'un branchement basse tension en 20 000 volts, apparemment vous êtes le technicien de la maison. Sachez que les classifications de courant, le 20 000 volts, ce n'est pas de la basse tension, c'est de la haute tension. Ça serait bien de remettre un petit peu ça. Ensuite, vous avez parlé de vos objectifs de production. C'est très curieux, mais vous avez un site, et tout le monde peut le regarder, ce site, ça s'appelle Eco2Mix. C'est un site où tout le monde peut l'accéder, c'est gratuit, c'est EDF qui le gère, donc vous allez dire c'est votre ennemi, EDF peut-être, mais nous l'EDF ça appartient à la nation, c'est à nous l'EDF. L'EDF nous appartient à 90% et on veut que ça le reste. Vous verrez, vous apercevrez que les chiffres que vous avez pu dire sont totalement différents, surtout depuis cet été où la production éolienne s'est absolument écroulée. Donc je trouve que ça fait beaucoup de mensonges et j'aimerais bien que vous remettiez un petit peu la vérité parce qu'ici les gens ne sont pas au courant de tout. Juste une dernière petite chose, je ne vais pas être très long. Je suis pilote d'avion privé et vous avez une obligation de mettre des feux anti-collision. Dans la région où je suis, les feux sont tombés en panne. Je suis allé voir l'équipe d'entretien. L'équipe d'entretien m'a dit oui, effectivement, nous avons des petites batteries qui ne peuvent tenir que pendant 14 heures. C'est tout. J'ai dit mais vous faites rien pour ça, vous mettez pas un panneau. Ah, il dit non, c'est pas prévu. Voilà un petit peu le degré de responsabilité qu'une société comme la vôtre peut avoir. Merci. Merci monsieur. Bonsoir messieurs, dames. Moi je viens ici, je suis pas de la Cambrie, mais je suis de Lyon, très précisément, puisqu'on est confrontés au même fléau, excusez-moi de le qualifier comme ça. Je voudrais juste revenir sur certaines choses. Les gaz à effet de serre, en quoi les éoliennes vont répondre à la problématique en France des gaz à effet de serre, sachant qu'on est le pays en Europe le plus décarboné. Alors vous me direz, c'est le nucléaire. Dites plutôt que vous voulez sortir du nucléaire, ça sera différent. D'accord ? La Cour des comptes, parce qu'on parlait du modèle économique, Monsieur Jacob l'a souligné, ça a été souligné également, la CSPE. Mais la Cour des comptes, il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a 2-3 ans également, a rendu un rapport cinglant sur le coût
de l'énergie éolienne et son efficacité. Je vous invite tous à le lire. Et effectivement, comme le disait le monsieur, consultez l'application Ecodemis, c'est juste parlant. Vous en mettez de plus en plus pour une production qui ne bouge quasiment pas. Le rapport, il est flagrant. Vous en mettez 30% de plus pour 1% de plus de production. Ce qui m'étonne, c'est qu'en Seine-et-Marne, alors moi je me bats dans mon coin, on est une petite association, Vente Vérité en Bassonne pour ceux qui connaissent, voilà. On se bat parce qu'on veut nous imposer un parc de 20 éoliennes. 20 éoliennes, toutes les communes l'ont rejeté. Alors excusez-moi, je fais un petit aparté. Que fait le promoteur qui, soit dit en passant, est un anglo-saxon, qui est loin d'être français également, RES pour le citer. C'est des carnassiers, hein, je vous dis tout de suite. Qu'est-ce qu'ils font? Ah bah les avis des communes, ils s'en foutent, on va avoir la communauté de communes. Et puis on attendra gentiment que le préfet, quand le PLUI sera fait, qu'il faudra absolument mettre des éoliennes, parce que c'est comme ça aujourd'hui, ils iront voir le préfet pour demander l'autorisation. Je suis Pierre Bénard, je suis rédacteur en chef de la revue Sites et Monuments et délégué de Sites et Monuments, la SPPEF, la plus ancienne association de défense des paysages. Je vais être très bref. Je voudrais réagir et en même temps poser la question de la validité de ce qui a été dit sur deux choses que j'ai entendues. Il était question de l'église de Rampillon. Il me semble bien avoir entendu que l'impact, la co-visibilité ne concernerait pas le portail. Grande nouvelle, ravi, et le reste. Et l'église, et le portail latéral, et la butte, et tout le paysage historique du site de Rampillon. Quoi? Ce sera en co-visibilité. Deuxième point, il faut élargir. Et tout à l'heure, j'ai entendu aussi le raisonnement que je connais par cœur. Les paysages évoluent. Oui, ils sont évolués. Oui, oui, oui. La campagne entre Provins et Rampillon et la Croix n'est pas semblable en tout, monsieur, j'en suis bien d'accord, à ce qu'elle était au XIIIe siècle. Reste que dans l'ensemble, et c'est ça qui nous touche justement, elle n'a pas autant évolué que la banlieue parisienne, ou que la ville de Paris, ou que n'importe quelle ville, et sauf Provins. Et d'autres exemples de villes un peu miraculeusement conservées. Eh bien oui, il y a là un paysage qui a évolué, qui a changé, qui s'est modifié, mais qui dans ses grandes lignes ressemble à ce que connaissaient les marchands qui venaient à Provins, classés au patrimoine mondial à ce titre, il y a 6, 7 ou 8 siècles, et le raisonnement qui consiste à dire c'est un nouvel état du paysage, c'est la négation même du souci de conserver ce que j'appellerais un paysage patrimonial. Les 30 ou 40 kilomètres de plaine sur lesquels s'attarde le regard quand on est en haut des remparts de Provins ou en haut de la tour de César, ou sur lesquels s'attarde le regard des touristes qui viennent par les routes, et en particulier par l'ancienne Nationale 19, de Paris vers Provins. Ce paysage aux grandes lignes inchangé, c'est un paysage patrimonial que nous voulons conserver exactement au même titre que nous voulons conserver l'intérieur de la ville haute, par exemple, de Provins. Parce que, à vous entendre dire qu'il faut bien admettre les changements, que c'est un paysage du XXIe siècle et qu'il ne faut pas le confondre avec un paysage du XIIIe, mais ça nous amènerait dans ces conditions à renoncer à défendre tout ce qu'il y a d'ancien encore dans la ville haute de Provins, et par exemple à construire une tour fer et acier et verre de 35 étages sur la place du Châtel. Merci monsieur, on va s'arrêter là et je vais laisser la parole rapidement. Oui, oui. Donc voilà, Aurélie Lénard, j'habite à la Croix-en-Brie, je serai à 1 km des éoliennes. Mon jardin donnera sur le magnifique paysage avec des éoliennes. Voilà, donc j'ai 2 petits-enfants, donc j'ai bien compris qu'ils ne seraient pas malades. Par contre, la nuit, est-ce que ces installations peuvent les réveiller ou perturber leur sommeil? Première question. Deuxième question, si ça les perturbe, est-ce qu'on va me dédommager les 20% que je perdrais si je vends ma maison pour aller ailleurs? Et troisième question, est-ce que vous avez des éoliennes en face de chez vous à 1 kilomètre? Merci, ce sera la dernière question. Qui était la dernière question? Est-ce que vous avez des éoliennes? Ah oui, non, j'habite
J'habite près d'une zone industrielle en région parisienne. Il y a beaucoup d'impact également. Je n'ai pas forcément choisi d'habiter à Paris. J'habite à Paris parce qu'il y a plus d'activités et plus d'emplois là-bas. Et j'habite à côté de zones industrielles qui sont relativement... Merci beaucoup.